Salut, Madame la députée européenne. Bonjour, vous n'aimez pas qu'on dise ça, quoi? Non, j'ai pas encore pris l'habitude qu'on m'appelle comme ça, c'est en effet un peu nouveau. Comment vous acceptez qu'on vous appelle? Non, c'est très bien. Il n'a pas pris l'habitude. Mais c'est juste que j'ai pas pris l'habitude, c'est mon premier mandat politique, donc j'ai moi-même du mal à réaliser. Alors, vous découvrez le Parlement de Bruxelles. À quoi ressemblent les premiers pas d'une eurodéputée insoumise? D'abord, comment il accueille et qui accueille? Alors, nous, on a été accueillis à un espèce de welcome village, comme ils disent, un endroit où ils nous accueillent au Parlement. Alors, moi, j'ai eu l'anecdote assez drôle où j'ai été prise pour une assistante parlementaire. Alors, sûrement, j'ai pas forcément l'habit habituel. Une jeune femme, c'est assez peu commun au Parlement européen. Et ensuite, moi, je dois dire que mes premières impressions du Parlement européen, on y a passé à peu près 2 semaines, c'est que il y a des couloirs immenses, mais sans âme. C'est assez aseptisé. Non, vous n'avez pas mis le tapis rouge ou le traîneau bleu étoilé de l'Europe? Non. Heureusement, on est des êtres humains comme vous et moi. Non, mais moi, j'ai le sentiment en 2 semaines qu'on peut vivre dans ce monde-là complètement isolé, complètement coupé des réalités sociales et du vrai monde, en fait, des vrais gens. On est déconnecté. On peut très vite l'être, et je crois que notre rôle et notre responsabilité comme eurodéputés insoumis est précisément de casser, démolir ces barrières qui sont construites entre le Parlement européen et les peuples européens. À quoi ressemble l'ambiance? On a l'impression qu'il y a du silence dans ce que vous décrivez, que le temps est immuable et immobile. Oui, et que, vous savez, vous avez ces immenses couloirs où vous perdez sans cesse. Et vous avez même une banque, plusieurs banques à l'intérieur du Parlement. Vous voyez, tout est fait pour vivre dans un monde à part, avec votre badge de député, vous accédez plus vite à la cafétéria. Bon, c'est un espèce de monde de privilégiés à part. Le huis clos. Presque un huis clos. Et je crois que, et on l'a vu dans cette campagne, les institutions européennes paraissent déjà extrêmement éloignées des gens. Donc notre rôle et notre responsabilité est de rapporter ces institutions. Vous arriviez pendant la campagne électorale à répéter avec une certaine grandiloquence, ils vont voir ce qu'ils vont voir, on va démolir les murailles. Vous êtes 6 face à 751, comment vous allez faire? Eh bien, on va se battre avec nos petits bras. Et vous savez, à l'Assemblée nationale, ils sont 17, les députés insoumis, sur 577. Donc la proportion est presque similaire. Et pourtant, on entend parler d'eux. Et donc, on sera, à l'image de ce qu'ils font, une force d'opposition, une force de proposition. Oui. Et parfois, on se battra, y compris de manière symbolique, pour mettre des enjeux à l'agenda. Vous avez proposé à Yann Brossat, PC, et à Raphaël Glucksmann une action de venir en vélo. Quoi, livrer des pizzas? En fait, il y a un des sujets qui est important au niveau européen. On fait vraiment de la politique. C'est la question des travailleurs ubérisés. Tous les livreurs qui livrent partout en France et ailleurs vos dîners, par exemple, et qui n'ont pas le même droit du travail. Et donc, pour dénoncer et mettre cette question à l'agenda, pourquoi nous n'amènerions pas ces travailleurs ubérisés au Parlement européen et nous-mêmes en revêtant cet habit-là? Je crois que c'est un outil pour dénoncer une question et espérer des avancées politiques au final. C'est pas que du spectacle, c'est ça que je veux dire. Non, vous allez adapter vos tenues à la protestation. Exactement. Et alors, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Je ne sais pas, le jour où on doit rediscuter de l'autorisation du glyphosate, il y a certains eurodéputés ou même commissaires européens qui disent non, c'est pas dangereux, le glyphosate, ce pesticide. Allez-y, prenez, on va leur donner un verre de glyphosate et allez-y, buvez un verre de glyphosate et dites-nous si c'est pas dangereux. Je crois que interpeller. D'accord, mais quand vous allez parler de l'islamisme, vous allez arriver en burqa? Non, mais migrant, comment vous allez arriver? Déjà, on parle rarement de l'islamisme et je ne crois pas qu'il y ait un problème sur l'islam en tant que religion. Non, l'islamisme politique. Non, mais l'islamisme politique, c'est quoi et comment ça se définit? Prenons les mesures qui vont être discutées une à une au Parlement européen. Vous voulez faire des actions, mais ça ressemble un peu à de l'enfantillage. Non, c'est pas de l'enfantillage. Vous savez toute la difficulté, le mal que l'on a à faire parler des sujets européens. Là, on s'y est intéressé pendant la campagne, pendant 6 mois. Et quoi, qu'est-ce qui se passe? Après, pendant 5 ans, on va discuter, négocier à huis clos, sans informer les gens, sans interpeller les médias. Donc à 6, vous allez faire du chahut? On va faire du bruit. Mais si on fait du bruit, vous savez, c'est pas parce qu'on aime la politique spectacle. C'est parce qu'à la fin... Mais ça ressemble à la politique spectacle, la politique gadget, attention. À la fin, c'est un outil d'interpellation et c'est un outil pour gagner des avancées politiques pour les gens. Parce que le glyphosate doit être interdit, parce que les travailleurs ubérisés doivent être protégés, parce que l'évasion fiscale doit être terminée. Voilà nos objectifs politiques. Mais alors, tous, vous prenez en ce moment vos marques à
à Bruxelles. Le travail réel va commencer en juillet, quand cette législature va se terminer. Vous voulez une commission? Non, vous êtes 6, vous n'aurez pas de commission. Alors, on sera présent, évidemment, dans des commissions. Oui, non, mais une présidence de commission, c'est en cours de discussion. Il est possible que notre groupe ait une ou plusieurs présidences de commission. C'était le cas dans la mandature précédente et j'espère que ce sera le cas. Est-ce que sur place, vous avez entendu hier et avant-hier les déboires de Nathalie Loiseau? Disons que beaucoup de gens ont entendu parler d'en effet, Nathalie Loiseau qui va raconter à la presse, qui dit beaucoup de mal de ses propres collègues, donc c'est un petit peu difficile quand on brigue la présidence. Et disons qu'elle est la risée d'un certain nombre d'eurodéputés et d'institutions européennes. Je me souviens de Nathalie Loiseau pendant la campagne qui disait oui, on va remettre la France au cœur des institutions européennes, et en affichant un tel mépris à leur égard. Elle a fait peut-être comme certains d'entre vous, elle n'a pas su tenir sa langue. Alors moi, vous savez, tenir ma langue, ça veut dire quoi? Je réponds toujours en toute franchise et spontanéité. Donc, mais en même temps, je ne vais pas dire du mal des gens, y compris de mes adversaires politiques. Est-ce que vous réclamez de réduire le nombre de fonctionnaires? Il y en a 7800 à Bruxelles. Réduire, d'abord il faut rationaliser, réfléchir à analyser et évaluer à quoi ils servent. Je dois dire que moi, mes 2 semaines, j'ai fait face à une lourdeur administrative assez importante et j'aimerais moi que ces fonctionnaires européens servent par exemple davantage à faire de la traque des fraudeurs fiscaux plutôt que des moindres petits détails d'assistanat aux eurodéputés. Je ne suis pas sûre que ce soit indispensable, mais l'important c'est que ces fonctionnaires européens permettent de servir les objectifs politiques européens. D'après les enquêtes, et celles qui ont été faites aussi par le questeur de l'Assemblée, Florent Bachelier à Paris, un député de l'Assemblée nationale, vous savez combien il coûte? Vous allez me dire, non, je ne sais pas le chiffre exactement. 1 million. Et vous savez combien il coûte aujourd'hui, d'après les enquêtes sérieuses, un député européen, une eurodéputée comme vous, à l'année? Non? Non, je ne sais pas, vous allez me le dire. Vous allez voir, 2 500 000. Bah, vous savez, je pense que et la France sans insoumise, compter les primes, les machins, les voyages à Strasbourg, etc. Il faut garder. A toujours défendu la baisse des indemnités des députés et en particulier des eurodéputés. Nous allons reverser une partie de notre salaire, par exemple, à la fois au mouvement politique et à certaines associations. Donc, je pense que ce serait une manière de dégrossir le mammouth. Manon Aubry, avant de voir l'état de votre parti, la France Insoumise à Paris, il y a quelque chose qui nous a profondément choqués. Le média qui est proche, qui est la télévision en gros de France Insoumise. Non, c'est pas du tout la télé de France Insoumise. Oui, mais qu'il a été beaucoup avec des proches qui ont dirigé, d'autres qui sont partis, mais enfin qui est proche. Moi, je n'ai aucun lien avec eux. D'accord, mais a interrogé avec beaucoup de complaisance Étienne Chouard, qui a inspiré d'une certaine façon à un moment donné certains d'entre vous sur le référendum d'initiative citoyenne qui est... Bon, bref. Hier, il a tenu des propos. Hier, il y a quelques jours, il a tenu des propos à la limite du négationnisme. On l'écoute. Le son. Je ne sais pas si le négationnisme ne concerne que les chambres à gaz. Si c'est si grave d'en douter, est-ce qu'il ne suffit pas de produire la démonstration contre ceux qui nient? Et puis, comme pour le racisme, on a fait la démonstration, et puis voilà, on passe à autre chose. Pourquoi est-ce qu'il faut discréditer les gens, tu vois, sans avoir à produire la démonstration? Jean-Marie Le Pen ne rougirait pas, il retrouverait un copain. Ouais, en effet, ça fait penser aux pires paroles de Jean-Marie Le Pen. Honnêtement, c'est choquant. C'est choquant comment... Ah non, mais c'est scandaleux. Enfin, qui aujourd'hui en France peut remettre en cause et avoir de tels propos négationnistes? C'est à voir, mais à mon avis, ça peut relever de la justice. En tout cas, moi, je le souhaiterais. Et je tiens à le dire très fermement, je ne me reconnais en rien dans ce qui a été dit, ni la France Insoumise, et que ces propos-là sont scandaleux, qu'il faut les dénoncer et qu'il faut être sans pitié. Sans pitié à l'encontre de toutes ces personnes. Pourquoi les stars de la France Insoumise se taisent jusqu'à présent? Mais alors, vous savez, à chaque fois qu'on a été interrogé dessus, par exemple, François Ruffin a été interviewé dessus cette semaine. Qui a été proche à un moment donné. Non, il avait juste fait référence à lui sur le référendum d'initiative citoyenne. Il a dit qu'il le regrettait et qu'il ne partage en rien ce type de propos et que c'est le pire truc qu'on puisse dire et que ça discrédite, j'espère, à jamais Étienne Chouard et que plus personne ne l'écoutera et que d'ailleurs même plus personne ne l'invitera dans les médias, comme ça le problème sera réglé. Que la justice le sanctionne? Bah si elle peut. Alors après moi vous savez j'ai fait confiance à l'indépendance de la justice, mais si en tout cas ça relève de la justice, je souhaite que des poursuites soient en tout cas entamées. Alors le parti La France Insoumise aujourd'hui, elle est en crise. De quel mal vous souffrez?
De plusieurs mots, je crois. D'abord d'un revers électoral, parce que, faut pas y aller par quatre chemins. Les résultats sont pas à la hauteur. Passer de 19 et quelques, presque 20 en 2017 et 2 ans après 6,3. Il y a eu une législative entre-temps à 11, ouais. Et c'est dur. Ça veut dire une dégradation, un déclin. Vous savez, on souffre de plusieurs mots pour répondre à votre question. Après, on prend le temps de l'analyse, mais moi, c'est le premier média que je fais depuis les élections. Donc voilà, on y a un peu réfléchi. Je crois qu'il y a un mal dont on souffre. D'abord, c'est celui de l'abstention qui frappe plus durement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, parce que le taux de participation a légèrement augmenté pour ces élections européennes, mais il est plus bas, c'est le plus bas parmi les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est la faute des électeurs? Non, c'est jamais la faute des électeurs. C'est jamais la faute. C'est la faute de ceux qui n'ont pas réussi à séduire les électeurs. Tout à fait. C'est notre faute et notre capacité à aller convaincre ces gens-là et à aller leur dire allez voter, ça sert à quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. Il y a plusieurs raisons. D'abord, moi, je l'ai vécu en tant que tête de liste pour ces élections européennes. J'ai passé 6 mois à devoir me justifier de ne pas être antisémite, de ne pas être violente, de ne pas être que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas mon gourou. Et ça, c'était une des difficultés de marquer des thèmes forts. Vous avez été agacé campagne. par Jean-Luc Mélenchon? Non, pas par Jean-Luc. Ce que j'ai été agacé, c'est que chaque plateau où j'allais, ou partout où j'allais, on me disait non, mais attendez, c'est Jean-Luc Mélenchon qui tire les ficelles. Accordez-moi que je suis une, certes, jeune femme, mais qui agit ici en toute indépendance. Aujourd'hui, c'est un pari ou un mouvement qui était un mouvement qui doute et qui s'inquiète. Moins de militants, moins de cadres, une direction qui est absente, qui est jugée antidémocratique et victime en quelque sorte d'une dérive autoritaire. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les élus de la France Insoumise qui le disent eux-mêmes. Vous savez, les doutes, ça peut être bien parfois. Ça peut être le moteur du changement. Je crois que la France Insoumise doit avoir des évolutions en interne, notamment en matière démocratique, et on y travaille. Après, je ne veux pas balayer non plus d'un revers de la main la campagne qu'on a faite, parce qu'il y a quand même des milliers de militants qui se sont impliqués. Non, mais il y a peut-être une autocritique. Se sont décarcassés. Mais bien sûr qu'il y a une autocritique à ça. Emmanuel Macron, Édouard Philippe, il y a 2 jours, tout le monde fait son autocritique. Mais bien sûr qu'il y a de l'autocritique. Vous, non, vous aussi. Mais non, évidemment qu'il y a de l'autocritique. Je vous le dis, je pense qu'on n'a pas su mobiliser notamment les abstentionnistes. On n'a pas su leur dire que oui, voter aux élections européennes, ça peut avoir un impact dans votre quotidien, mais c'est aussi toute la difficulté de cette élection, de la compréhension de cet enjeu-là. Vous voulez avoir les classes populaires et les classes moyennes, elles sont ni chez vous, ni au PC, sur chez Marine Le Pen? Elles sont chez Marine Le Pen. Et vous savez, si je crois que pour un cheval de bataille dans les prochains mois, les prochaines années, notre feuille de route, ça doit être précisément de dire à tous ces gens-là, vous faites arnaquer par le Rassemblement national. Alors vous le saisissez comme un bâton parce que c'est le plus gros bâton pour aller taper sur Macron, ok, on peut l'entendre. Mais le fait est qu'aujourd'hui, le Rassemblement national ne défend pas les intérêts des classes populaires. Ils sont contre l'augmentation des petits salaires et du SMIC, contre le partage des richesses. Par vous, par tout le monde pendant la campagne, ils ont eu le score inouï qu'ils ont mis. Alors, chez vous, Charlotte Girard, intellectuelle, reconnue, discrète, co-rédactrice du programme du candidat Jean-Luc Mélenchon. Elle est partie. Elle dit « Manque d'organisation, le reproche d'inefficacité se confond, dit-elle, avec celui du manque de démocratie. » Clémentine Autain, elle dit, elle ne cache pas ses critiques et ses attaques. D'abord, elle dit qu'il faut un nouveau rassemblement de toutes les forces de gauche. Est-ce qu'elle peut rester dans le parti ? Oui, je pense qu'elle peut rester dans le parti parce que le mouvement est toujours une pluralité de voix, vous savez. Alors après, moi, je veux dire assez clairement, il y a un faux débat qui est en train de se créer, un soi-disant débat de ligne, soi-disant populiste versus union de la gauche. Ça ne veut rien dire, c'est un débat qui est théorique. On a des gens au mouvement comme François Ruffin qui a été élu avec la bannière Europe Écologie Les Verts, avec la bannière du Parti communiste, avec la bannière de la France Insoumise, et qui incarne pourtant aussi ce populisme. Donc qu'on doive évoluer en interne, faire des progrès en matière d'organisation, on y travaille. Et c'est la forme d'un mouvement qui est hyper changeant et qui est un jeune mouvement qui a 3 ans et qui va faire qui va progresser. Si vous continuez, vous n'allez plus être là. Ou alors vous allez être dépassé par le parti des animaux. Vous savez, je crois aujourd'hui que quand même, vous pouvez faire beaucoup de reproches à la France Insoumise et je suis la première à le prendre. Mais c'est un des mouvements politiques qui a encore aujourd'hui le plus de militants sur le terrain, qui se bouge et qui se bouge pour donner aussi une traduction concrète. Et voilà une piste. Moi, je veux faire une proposition aujourd'hui. Une proposition pour faire évoluer et redonner du sens à notre mouvement. C'est mener des actions citoyennes, notamment dans les quartiers populaires, politiser des sujets du quotidien. La question des punaises de lit qui envahit notamment des quartiers populaires. Voilà un sujet qu'on doit politiser. Organisons les quartiers populaires comme on l'a fait. Encore quoi ? Pour repeindre une école, par exemple, à Marseille. Je pense que c'est comme ça qu'on redonnera du sens politique dans des endroits où il n'y a plus de politique. Mais comment vous expliquez que le chef charismatique, l'inspirateur, l'incarnation, etc., soit à la fois invisible,
est parfois inaudible. Le charme ne passe plus. Même son éloquence de grand orateur qu'il a été, on l'entend plus. À quoi ça tient? Ouais, il a quand même fait un discours après le discours de politique générale d'Édouard Philippe cette semaine. Je pense qu'on peut le reconnaître. C'était pas du grand Mélenchon. Mais à quoi ça tient? C'est votre avis. Après, vous savez, je pense qu'on pointe du doigt Jean-Luc Mélenchon comme étant responsable d'à peu près tout. Et en réalité, avec ou sans Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'on en serait dans cette situation-là, parce que c'est une difficulté d'ailleurs dans toute l'Europe. La gauche que nous représentons, la gauche radicale en rupture avec les règles européennes actuelles, rencontre des revers. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, c'est un des orateurs, une des voix de la France insoumise, mais c'est pas le seul. Une des voix. Ben oui, c'est une des voix. Il pouvait partir et ça continuerait. Mais vous savez, la France insoumise continuera bien après Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Mais c'est d'ailleurs une des forces de Jean-Luc Mélenchon, je crois, qu'il a osé lancer sur le devant de la scène des jeunes. Je pense à Adrien Quatennens, qui a le même âge que moi, qui ai quand même été tête de liste, qui venait pas du sérail. Il peut être successeur. Mais je ne sais pas si on doit désigner un successeur. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on a une série de jeunes à la France insoumise qui portent haut et fort les couleurs et de manière collective. Et c'est ça aussi que moi j'aime, c'est qu'on dépasse ce débat de personnes et ce débat d'idées de qui est le successeur. Il a créé le mouvement. Mais d'abord, comment il va? Écoutez, c'est marrant parce que tout le monde me pose cette question-là. On a l'impression qu'il ne s'est pas remis d'abord de ce qui s'était passé au moment de la perquisition et qu'il est ou en doute, ou en état de colère, ou en état de rage. Il n'est pas en état de colère. En état de fatigue, de doute. Qu'il doute, c'est normal. Vous savez, ces 6 mois en plus ont été vraiment ultra fatigants quand on mène une campagne. Et on est des êtres humains. Et Jean-Luc Mélenchon est un être humain aussi. Donc qu'il doute, c'est normal et c'est sain. Il n'est pas en colère. Il réfléchit à quel peut être son rôle et comment il peut être le plus utile à la suite. Là, il a pris un peu de distance pendant ces 2 semaines pour réfléchir. Il dit que le 23, vous avez une assemblée générale et il revient avec il dit, il va proposer un chemin. La voie est étroite. On se demande quel peut être le chemin. C'est pour ça qu'il y réfléchit. Il y réfléchit avec nous tous pour essayer de trouver la voie qui soit la meilleure pour, encore une fois, pas pour une personne, mais pour les idées, le projet qu'on défend. Et il s'exprimera très bientôt. Il aura l'occasion de le dire quel chemin il propose. Il semble qu'il y ait chez vous 2 courants, quand on lit, etc., qu'on est attentif, 2 courants pour l'avenir. Et il y a ceux qui disent Jean-Luc Mélenchon, il peut rester le candidat unique des Français Insoumises en 2022. C'est votre avis ? Moi, je crois que j'ai du mal à me projeter dans la campagne présidentielle. Je sais que c'est déjà sur toutes les bouches de tout le monde et que certains, d'ailleurs, qui ont fait des bons résultats là aux européennes se croient. Non, mais honnêtement, moi, j'ai pas d'avis pour 2022. Je pense que, oui, Jean-Luc Mélenchon peut être un très bon candidat parce que c'est un excellent orateur, qu'il a fait cette démonstration à unir très largement. Maintenant, s'il ne veut pas l'être, moi, je vais pas le forcer. D'accord, mais il y en a d'autres, et parmi vous, qui cite l'exemple de Laurent Wauquiez, qui est parti, et j'ai l'impression qu'il tend à Jean-Luc Mélenchon le sable pour qu'il se fasse un harakiri. Je pense que le contexte est un peu différent entre la droite et nous, même si c'est 2 revers électoraux. Encore une fois, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le président de la France Insoumise, c'est le président du groupe de députés à l'Assemblée nationale. Ouais. Et on peut au moins, encore une fois, regarder les derniers débats qui ont eu lieu, y compris sur CNews. Et on va peut-être l'écouter, on va voir et on espère vous ferez un avis par vous-même. Et qu'est-ce qui se passe? Ça va être un peu la dernière question. Au niveau des institutions européennes, il va y avoir le président du Conseil, le président de la Commission, etc. Vous sentez déjà des tractations? Oui, il y a des négociations qui ont commencé entre la droite européenne, entre les libéraux, le parti d'Emmanuel Macron, les sociaux-démocrates, les socialistes et les Verts. Vous savez, cette grande coalition qu'on dénonçait pendant la campagne et qui est en train de se dérouler puisque, à eux 4, ils sont en train de désigner le futur président de la Commission européenne. Nous disons très clairement, nous ne voulons pas de cette tambouille, nous ne nous mettrons pas d'accord avec la droite et avec le parti d'Emmanuel Macron et nous avec qui alors? Nous sommes prêts à travailler, par exemple, nous tendons la main aux Verts s'ils préfèrent travailler avec Macron plutôt qu'avec nous. Plus large. Qu'est-ce que fait l'Europe aujourd'hui? Il y a un conflit qui est en train de monter, qui peut se terminer par une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut plus que jamais de la désescalade, plus que jamais tendre la main, plus que jamais discuter. C'est à ça que devrait servir l'Europe plutôt qu'à faire la guerre. Merci d'être venu. Merci à vous. Bonne journée et bon week-end. L'information continue avec les 2 là, en face. Excellent. Clélie et Romain. Bonne journée. Merci.